Bon, ben génial. Bienvenue dans ce premier épisode de On Talk avec des vignerons, des producteurs chez Leif. Moi, je suis absolument ravi parce que bon, on est accueillis par les potes de Culinaris. Moi, la première fois que je suis venu les voir, c'était pour déguster Foncipré. Ah, Je trouve ça marrant qu'il y ait une forme de boucle qui se crée et qu'on relance un peu la machine et que ce soit avec vous qu'on discute la première fois. Laetitia, ravi de t'accueillir. merci. Je te laisse te présenter en 2 mots. Que vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on est des jeunes vignerons qui se sont installés en 1998 à Foncipré. Donc, c'est un domaine qui se trouve à 4 km de Lézignan-Corbière, dans le Languedoc. Nous sommes installés dans un petit paradis très préservé, puisque nous avons 14 hectares d'un seul tenant, situés sur la face nord des Corbières. Tout exposé au nord, les parcelles sont en terrasse et on est entouré par la forêt. Donc, grâce à cette forêt et cette exposition nord, nous avons beaucoup de frais qui arrivent sur nos parcelles. Donc, c'est un petit peu notre spécificité du domaine. C'est vraiment notre exposition. Alors, nous sommes des enfants du pays, hein. On est nés là-bas sur place, donc on aime faire des vins qui nous ressemblent, c'est-à-dire des vins avec de la longueur, une certaine texture et structure aussi. De toute façon, on va tout goûter, on va discuter des vins plus précisément. Et puis même après, globalement, tu nous diras quelle direction toi t'aimes donner dans tes vins. Puis il y a un truc, moi, qui m'a frappé quand j'ai fait mes petites recherches, c'est que quand vous avez installé vos vignes, vous étiez sur un terroir, il n'y avait jamais vu de chimie. C'est absolument exceptionnel. C'est encore plus exceptionnel le fait que du coup, vous ayez pris ce parti pris de, nous non plus, on va pas en mettre. Est-ce que tu peux nous raconter déjà d'où ça vient ces terres, comment vous êtes tombé dessus? Oui, bien, mes grands-parents étaient viticulteurs au village à côté. Ils avaient plusieurs parcelles situées à Escales. Je connais bien ce petit coin. J'ai eu l'opportunité d'acheter ces 12 hectares. Mon père me l'a annoncé une fois que c'était à la vente. Avec quel âge? Ça, c'est une mauvaise question. Ah oui, voilà. J'avais 25 ans, quoi. Donc tu t'es lancé. Voilà, et il a fallu quand même beaucoup d'années pour remettre tout ça en état et surtout pour vinifier chaque parcelle séparément pour bien comprendre un petit peu le terroir, ce qu'allaient donner aussi les vins. Et c'était difficile parce que, évidemment, les vinifications naturelles, c'est très technique. Et donc, avant de faire vraiment des vins sur lesquels on était sûr, au moins que le produit soit conforme, eh bien, il Quand a tu dis fallu. conforme, c'est que ça coupe droit, qu'il n'y ait pas de Voilà, défaut. exactement, exactement. On a jeté quand même beaucoup de vin au ruisseau avant d'y arriver. Et une fois qu'on s'est senti assez à l'aise pour présenter ces vins, on y est allé et on est venu direct à Paris. J'aimerais juste faire un petit Oui. retour en arrière à cet endroit-là. Une personne qui a été importante pour vous, qui a été comme une forme de mentor. Moi, c'est un sujet qui me tient Oui, à c'est cœur. tout à fait ça. Tu Ça a sais de été qui je vais vraiment. parler, Oui, Fred? oui. Fred Cossard. Oui, oui, en fait, Fred, on l'a rencontré dans le sud. Il cherchait à développer un négoce pour ces chasseurs-nés du sud, donc. On est tombé un petit peu par hasard Fred sur qui est un lui. producteur de Bourgogne à Saint-Romain. On est tombé sur lui par hasard, c'est bien entendu. On a fait notre premier voyage en Bourgogne et on a eu un choc. On est tombé vraiment amoureux de la Bourgogne, de leur savoir-faire, de leur culture du vin, qu'on n'avait pas nous forcément dans le Languedoc. Beaucoup d'individualité et pour nous, la Bourgogne, ça nous a énormément apporté. Et Fred nous a beaucoup aidé sur les process de vinification naturelle et il nous a surtout donné un conseil énorme qui nous a tenu tout le long et qui nous a dit vous mettez en bouteille que les vins dont vous êtes sûr. Et c'est ce qu'on a fait, on a toujours suivi son conseil et d'autres conseils aussi sur. Fred, il est venu avec moi, ce que je retiens un peu quand je me renseigne, quand j'écoute ce qu'il raconte, c'est déjà, il vient pas du vin directement, c'est quelqu'un qui vient De la laiterie. de la laiterie. Mm. Et dans la laiterie, il y a un enjeu essentiel qui est l'hygiène. Et C'est ça. là, il y a un parallèle qui est évident avec le vin nature, c'est que dans le vin nature, il faut être extrêmement attentif au contexte dans lequel tu mets ton vin, bactéries, C'est ça. etc. Et donc, j'imagine que c'est un truc que vous avez hérité. Oui, oui, c'était pas du tout évident chez nous. Ça n'existait pas de faire du vin qu'avec du raisin. Et effectivement, par des procédés uniquement mécaniques, en étant très, très, très propre et rigoureux, eh bien, oui, on peut faire du vin qu'avec du raisin. Et alors, c'est le moment où je te demande, comment t'appellerais le style de vin que tu fais? Vin vivant, vin nature, vin sans intrants? Oui, alors Quoi ce qui bon, te plaît, toi? le vin nature, on le dit, mais en fait, maintenant, on le dit plus trop. On dit qu'on fait du vin le mieux qu'on peut, surtout. Ouais. On est des vignerons, on fait du vin le mieux qu'on peut, en respectant notre environnement, faisant des vins expressifs et vivants, bien sûr, parce qu'ils évoluent dans le temps et ils évoluent vraiment très bien. Je dirais que c'est pas forcément le cas des vins conventionnels. Ils sont un petit peu emprisonnés dans toute la chimie qu'ils ont pu recevoir et donc ils évoluent pas comme les autres, C'est effectivement. quoi l'impact direct de la chimie
alchimie en termes d'évolution? En fait, c'est des vins qui sont morts. C'est pour ça qu'on utilise les vins vivants, c'est-à-dire qu'ils sont tellement filtrés, tellement matraqués par les antiseptiques, les stabilisants, tout ce qu'on peut mettre dans le vin, que effectivement, il n'y a plus de vie à l'intérieur de la bouteille, chose qu'il n'y a pas dans les vins que l'on fait. Il y a des vins conventionnels qui continuent d'évoluer quand ils vieillissent, leurs gammes aromatiques peuvent évoluer. Il y a certaines personnes peut-être qui pourraient dire que c'est pas des vins morts dans le sens où ils continuent de bouger. Oui, mais alors bon, je dirais qu'il y a des grands terroirs, des grands vins qui se font avec purement de la chimie, qui arrivent à évoluer parce qu'ils sont faits quand même avec un certain respect. Nous, ils sont prêts à boire de suite, c'est des vins de plaisir et puis ils évoluent aussi plus vite et vraiment bien dans le temps. On en est sûr. On en est sûr. Est-ce qu'on goûterait pas le premier vin que tu nous as ramené? Volontiers. Et tu nous racontes un peu... Ça, c'est le blanc des Garennes. Donc ça, c'est un blanc du Sud complexe, puisque c'est une parcelle, les Garennes, qui est complantée, grenache blanc, roussanne et vionnier. Donc l'assemblage se fait directement à la parcelle. Est-ce que c'est un assemblage classique du Sud déjà? Dans le Sud, il y a un peu tous les cépages. Traditionnellement, du blanc, il n'y en a pas. Mais nous, on adore le blanc, donc on en a planté. Alors pour cela, pour planter cette parcelle de blanc des Garennes, on est allé prélever chez d'autres vignerons aux alentours des monocépages. Et dans notre cuisine, en fait, on a pris l'éprouvettes et on a fait des assemblages avec Rodolphe. On a testé certains assemblages direct de bouteilles autour de chez nous. Donc on avait des vionniers, on avait des roussannes, on avait grenache blanc, c'est vraiment de chez nous, mais il n'y en avait pas tant que ça. C'était des grosses majorités de rouge chez nous. Et en fait, on a goûté ce blend là avec cette roussanne, ce vionnier et ce grenache blanc, et on s'est dit ça pourrait être bien. Et du coup, on a planté tant de rangées de ça, tant de rangées de ça, tant de rangées sur cette même parcelle. Et il s'avère que on était vraiment content du résultat. Et depuis, c'est cette cuvée, le blanc des Garennes, qui est un blanc riche du Sud. Donc c'est vraiment ce qu'on aime, c'est riche, c'est solaire. Il y a de la longueur, c'est un blanc qui est un petit peu gastro aussi, mais en même temps, on a un petite technique de vinification qu'on a imaginée pour cette fraîcheur, c'est de ramasser tous les cépages en même temps. Et donc on joue sur les maturités. Et c'est le grenache blanc qui est en sous-maturité qui va nous amener l'équilibre. Voilà l'histoire de ce blanc des Garennes. On goûte? On goûte. Chin. Vous avez filtré? On n'a pas filtré, ça s'est bien déposé. Donc alors ça dépend. Si on en a besoin un petit peu tôt, on peut faire une filtration un peu lâche, mais en général, on n'en fait pas sur le blanc des Garennes. On prélève vraiment le jus très clair dessus. Et voilà, donc il y a de la longueur, il y a du fruit. Ouais, c'est un feu d'artifice. T'as une longueur extraordinaire. En plus, plus tu parles, plus t'en as. Ça t'en remet fait plein la saliver gueule. un petit peu aussi. T'as envie d'y revenir. C'est T'as ça. plein d'aromatiques différentes. Je vois ce que tu veux dire quand tu veux dire que c'est gastro. T'as quand même des marqueurs qui sont très clairs. C'est bien ça à 10h30 là. Blanc des Garennes, ok. Et la parcelle, c'est quoi? La parcelle, elle est située sur le bas de l'exploitation. Elle est légèrement en pente, elle va un petit peu sur la plaine. Donc voilà, c'est des sols un peu plus frais pour le blanc. Voilà, on a choisi cette parcelle parce que c'est des sols un peu plus frais. On n'a vraiment pas de lourdeur. Pour moi, on n'est pas sur Non. l'archétype d'un blanc du Sud. C'est ça, Du c'est tout. ça. C'est hyper léger, c'est frais quoi. Ouais, t'as une belle tension. Donc tu bosses avec Rodolphe, Tous les deux, ton mari. on fait tout ensemble. Vous faites tout le On temps ne se tout quitte pas. ensemble. Nous n'avons qu'un seul téléphone. C'est vrai? Oui. Putain. Comment vous faites cet équilibre Ah vous faites tout en ben, même temps, tout le temps. On parlait juste avant de lancer la caméra, on racontait que c'était important dans les relations amicales, professionnelles, amoureuses, de Ouais. réussir à sortir du cadre pour revenir nourrir, apporter ce que tu as découvert. oui, en fait, avec Rodolphe, on est très très complémentaires en fait, parce que lui, il a appris le vin avec son papa, qui était vigneron, qui est un très bon vigneron, qui a jamais fait de bouteille parce que Tes parents, il toi, ils savait. sont très mauvais vignerons. Ouais. Non, mon papa est de la partie aussi, mais lui, son kiff, c'est vraiment la culture. Ok. Mon père, c'est un viticulteur, il adore faire pousser la plante, il adore observer la plante, c'est ça son truc. Et Toi, là, t'as hérité? de ça, Ouais. moi, depuis que je suis petite, on va toujours l'aider. Nos mercredis après-midi, on les passait à la vigne alors que les copains étaient au café. Mais c'est bien. Ça me plaisait pas forcément quand j'étais petite. Mais oui, mon père nous a quand même transmis ça. Mais par contre, le papa de Rodolphe, il a transmis toute la partie vin. Donc Rodolphe, en fait, il sent le vin. Les vinifs, pour lui, c'est pas anxiogène du tout. C'est très cool, très apaisé. Moi, c'est tout l'inverse. Je suis stressée et je doute toujours. Donc en fait, lorsqu'on vinifie ensemble, eh bien, il y a des fois, je dis, oui,
mais là, ça va pas aller, regarde et tout. Et lui, il dit, si, tu vas voir, laisse le temps un petit peu, tu vas voir, ça va aller bien. Voilà. Et d'autres fois où lui m'écoute aussi et dit, bon d'accord, peut-être on pourrait faire comme ça et comme ça, voilà. Moi, j'ai plus un côté aussi artiste parce que moi, j'aime créer aussi des vins, j'aime tester beaucoup de vinifications différentes. Et Rodolphe, lui, il est assez traditionnel dans les méthodes. Voilà, donc, mais en fait, c'est toujours des bons échanges. On se fight très souvent, des fois dans la cave, ça hurle, ça hurle. Et au final, on retombe toujours d'accord. C'est ça qui est cool. Et du coup, le côté, j'imagine, vin sans intrants, il vient plutôt de toi? La dose de soufre, juste avant la mise en bouteille, me pose problème à chaque fois. Rodolphe n'hésite pas parce que lui sait que pour tel type de vin où il y a des petites structures très légères, où on le sert ouvert l'été, quand il fait chaud, tout ça, il me dit ça, on ne discute pas, c'est 2 grammes. Et moi, je discute toujours un peu. Alors il y a des années, on ne les a pas mis et après coup, je me dis, bon, peut-être on aurait pu le mettre. Je trouve que là, on met le doigt sur un truc intéressant aussi et on voit que les frontières sont poreuses. Il y a certaines personnes qui vont dire le vin nature, c'est du zéro absolu. Il y en a d'autres, tu te rends compte que on peut se permettre de mettre 2 grammes. Ça fait quand même beaucoup d'années qu'on vinifie. Et si tu veux, on a passé quand même une bonne quinzaine d'années sans se poser ce genre de questions. Il y avait 0 soufre. Et depuis 6 ans, on a ces phénomènes de souris qui apparaissent. On ne sait pas d'où ça vient. Et ça arrive absolument à tout le monde. On ne sait pas d'où ça vient. Non, plus ou moins. On pense que ça se passe avec le dérèglement climatique. Ça se passe à la vigne, probablement. Donc avant même l'élevage, c'est même pas un truc d'hygiène. Il y a juste... Non, parce qu'on est de plus en plus propre, on est de plus en plus technique sur les process, donc non. Et ce phénomène arrive à tout le monde, et même aux plus grands, et même aux plus expérimentés. Et effectivement, les 2 grammes de soufre règlent le problème quand même pas mal. Donc, pourquoi ne pas le faire? Alors, sur les grosses structures, avec des vins, avec de l'alcool, un antiseptique, avec des tanins, une structure qui tient le vin, là, il n'y a toujours pas besoin. Franchement, on n'en met pas. Mais sur les petits jus, sur les blancs, les vins de l'année, là maintenant, on commence à le faire quand même, les 2 grammes, on les met. Moi, je trouve qu'il faut pas, de manière générale, mais que ça soit dans le vin ou dans tout, l'absolutisme, c'est quand même pour moi un grand défaut. Il faut être capable d'être flexible. Bien sûr. Il faut le raisonner, c'est une question de soufre. Mais voilà, on a toujours cette petite chanson dans la tête de Fred qui nous disait ne mettez en bouteille que des vins dont vous êtes sûr. Et puis, malheureusement, on met toujours en bouteille que des vins pour lesquels on est sûr. Sauf que juste après la mise, on peut avoir ces petits phénomènes de souris qui est vraiment en kikine, quoi. Qui cache le vin, et le vin, ça coûte cher. Les gens, quand ils sont au resto, ils ouvrent une bouteille. Pour respecter ça, il faut leur servir des trucs qu'ils peuvent boire. Voilà. Ok. C'est notre désir qu'ils soient contents. C'est votre désir à vous, c'est notre plaisir à nous. Voilà. On passe sur le rouge, Allez. Alors voici, donc ça c'est le Cordière des Andes de 2020. Cette cuvée c'est notre corbière en fait. Donc tout le domaine on est sur une zone AOC. Mais en 2020, on est sorti de l'appellation. Donc tous les vins maintenant du domaine sont en vin de France. Donc ça s'appelle le Cordière des Andes. Et on procède toujours de la même façon. Pour faire cette cuvée, en fait, on a travaillé, comme je te le disais au début, beaucoup, on a isolé les parcelles au départ pour bien les connaître. Et en fait, en travaillant comme ça, on a un profil en fait, de vins qui se sont dégagés et on a voulu montrer aux gens un petit peu des purs cépages. Nous, ce qui nous intéresse à Foncyprès, c'est un petit peu l'idée des climats. Donc on a fait chaque fois une parcelle pure Grenache du Bois Saint-Jean, donc un petit climat du sud. La Syrah de la Pinède, une autre parcelle très spéciale. Le Carignan de la Source, une parcelle très spéciale aussi. Et en fait, on vinifie toutes les 3 séparément, chacune dans une grande cuve bois. Et en fin de fermentation, on prélève 1/3 des 3. Tous les ans, la même proportion depuis le début, qu'on isole pour l'élevage pendant 9 mois dans une autre grande cuve bois. Et c'est le blend du Cordière des Andes. Donc le Cordière, c'est issu de 3 parcelles tous les ans, 1/3 des 3, parce que l'idée c'est vraiment d'avoir la photographie du domaine dans son millésime et aussi de pouvoir comparer les millésimes. C'est celui-là que tu gardes et quand tu as envie de montrer une photo du domaine, c'est celui-là que tu sors. Ben oui, c'est le plus représentatif, c'est le mieux qu'on puisse faire sur notre domaine, c'est le mieux qu'on puisse faire. C'est 1/3 de nos 3 parcellaires vinifiés à part, de nos sélections parcellaires. Voilà. Il y a des années, ça peut être tentant de mettre un peu plus de Syrah de la Pinède parce qu'on dit ouais, elle est trop bien la Syrah de la Pinède et tout, on va mettre plus. Non, et non. Tous les ans, le même assemblage. L'objectif aussi de comparaison, l'échelle de temps. C'est ça, de faire des verticales un petit peu, tu vois. Des comparaisons de 2010, 11, 12, 13, etc. Du coup, le premier millésime, c'est... Alors en rouge, c'est 2010. C'est là où on a été prêt à proposer nos vins. Ok. Ça fait longtemps que je n'ai pas goûté, mais l'intérêt de Culinary, c'est qu'ils vendent une partie des stocks et ils en mettent de côté.
Donc c'est trop bien. Chez eux, je sais que le goûter des plus vieux millésimes, bon 2020 c'est pas très J'imagine vieux que non t'en plus. as, Hein. t'en as chez toi aussi, t'en gardes toujours. Alors j'en garde un peu mais pas autant qu'eux. Comment ça se fait que vous en gardiez comme ça à chaque fois des millésimes Donc je vais répéter parce qu'ils entendent pas, il n'y a pas le micro, mais l'idée c'est d'avoir une bibliothèque des bouteilles. Vous imaginez que votre taf c'est aussi de stocker les bouteilles pour les vignerons parce qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de le faire, ça coûte cher le stock. Puis après de pouvoir retaper dedans, redécouvrir, partager, une forme de musée. Ouais, ok. C'est un peu cette exposition qui est super, c'est que c'est hyper frais. Et puis en même temps que ça s'étane un petit peu velouté. Ah, t'as une texture en bouche qui est exceptionnelle. Tellement velouté et velouré, quoi. Ouais. Tu t'assois dans le fauteuil de papy mamie, un peu vieux avec les coussins tout ramollis, mais en même temps qui te tient bien. Non, c'est bien ça, c'est tellement bon. C'est bien réconfortant. C'est un vin réconfortant. C'est ça. Je te laisse l'aviner. Ouais. Il faut un petit peu aviner, ouais. Aviner, ça veut dire quoi? Mais c'est-à-dire, c'est rincé avec le vin. Aviner, on peut aviner des carafes aussi. Puis en fait, on repart sur une base neutre en fait quand on avine. Derrière les fagots Qu'est-ce que c'est 2016. beau. Donc derrière les fagots, c'est une macération de muscat petit grain. Ouh. C'est 1 an de macération en 2016. Maintenant, cette cuvée, c'est très drôle parce que j'adorais ce nom, mais on a dû changer de nom. Maintenant, ça s'appelle Retour de Milan parce qu'en fait, nos importateurs anglais et américains nous ont dit si vous voulez qu'on achète les derrière les fagots, il va falloir le renommer parce que c'est une grosse insulte homophobe, fagot. Ah, fagot. Fagot. Donc ils nous ont dit si vous voulez qu'on ait votre vin, il faut absolument changer de nom. Alors j'ai dit mais ça se défend quand même. Ouais. Derrière les fagots, c'est mon grand-père qui disait ça. Il nous disait toujours je vais vous chercher une petite bouteille de derrière les fagots et tout. Donc vous pouvez l'expliquer. Ah non non. La traduction, c'est un truc un peu caché, un peu niche, un peu C'est secret. le dimanche, en fait, Ouais. dans les caves, tu avais souvent des fagots qu'on entreposait. Et derrière fagot, tu cachais un petit peu des bouteilles, un petit peu. Trésor un peu. Ouais, voilà. Une expression qui se dit beaucoup dans le sud. Quand j'étais petit, moi, la punition, c'était d'aller faire les fagots. Ah ben voilà, C'est, les fagots, tu les là, rangeais tu dans. me fais chier, maintenant c'est fagot. Les fagots, c'est des branches mortes qu'on va venir récupérer, qu'on va cercler après avec une petite ficelle pour allumer le feu. C'est le bois qu'on a tous besoin d'avoir et qui fait chier à ramasser, quoi. C'est ça. Et donc voilà, maintenant ça s'appelle Retour de Milan. Ce vin, en fait, on a 5 rangées de muscat, c'est pas beaucoup. Et on savait jamais quoi en faire parce qu'on n'aime pas l'exubérance vraiment du muscat. Et du coup, on n'en faisait pas grand chose de ce muscat. Un jour, on va à un salon à Milan avec Rodolphe. Et là, on goûte chez les vignerons. On goûte énormément de macération de muscat petit grain. Et là, on se regarde avec Rodolphe et on dit bon, allez, les rangées de muscat, on va faire ça. Et donc, c'est au Retour de Milan que nous avons décidé de traiter nos muscats comme ça. Et c'est trop cool parce que. C'est exceptionnel. Voilà, là les 2024 sont encore en grain dans une cuve actuellement. Donc, on fait des grosses macérations de muscat. Donc, vinifié comme un rouge, on prélève juste le jus. On presse surtout pas. Sinon, ça serait beaucoup trop astringent au bout de temps de macération. Donc, on prend que le jus de coule. 1 an Pour de faire ça. macération, je sais pas si les gens se rendent compte, mais C'est énorme, oui, oui, oui. énormissime. Ouais. Les grains qui restent, on les distille, on fait des fines de muscat. Ouh. Parce qu'il reste encore du jus dans les grains. On perd rien de ce muscat. Ça, c'est un pétard, les gars. C'est dangereux, c'est dangereux. Ah oui, non, ça. T'as un gras, t'as une rondeur, une sucrosité, c'est tellement gourmand. T'as un côté bonbon, c'est riche, c'est texturé, c'est. En même temps, il y a une belle acidité aussi. Ouais, c'est tendu, c'est tenu. Non, ça, c'est immense. Merci. Et donc, celui-là, tu le regoutes de temps en temps. 2016, J'en ai plus depuis T'en longtemps. as plus, C'est eux qui ont ça, c'est trop bien. T'as quand même le côté garrigue aussi, ce que tu aurais pu penser que non, en fait, mais. Moi, j'ai abricot sec, mais ça, c'est souvent Ouais. aromatique. Abricot sec. Moi, j'ai du bonbon. Vraiment du bonbon. Moi, dans mon taf, ça m'arrive souvent de faire des sélections où on me ramène à des événements. Le classique, c'est des cuisiniers. Soit tu peux avoir des artistes. Et récemment, j'ai fait par exemple une sélection où il y avait des danseurs, des chanteurs, des artistes plasticiens, des peintres, des photographes. Il y avait toute une cohérence d'ensemble sur la sélection qu'on a faite avec mon ami Rivals, qui est un médium et un label de sélection dans l'art. Et on a ramené le vin et on s'est dit il faut qu'on arrive à trouver un moyen de traduire. En fait, tu te rends compte que c'est un métier, alors là, on va faire la traduction avec vous, d'artisan, mais il y a aussi une traduction d'artiste. Et c'est intéressant parce que tu en parlais un peu plus tôt, toi tu te définis toi-même comme une artiste aussi. Et je trouve ça intéressant ce ping-pong que tu peux avoir en tant qu'artisan. Qu'est-ce qui nourrit l'un ?
qu'est-ce qu'apporte l'artiste à l'artisan, qu'est-ce que l'artisan apporte à l'artiste. En fait, nous, ce métier, on se l'est créé sur mesure. En fait, moi, au départ, je voulais être commissaire-priseur. Ok. Et donc, moi, j'adore les antiquités, j'adore ça, je chine beaucoup. Je voulais travailler vraiment dans l'art et être entourée que de belles choses. Et quand j'ai choisi vraiment, et avec Rodolphe, de créer Foncipré de A à Z, en fait, j'ai pas été frustrée parce que ça fait partie des arts culinaires, hein, le vin. C'est juste magique, hein. Donc oui, ça nous ramène bien les pieds sur terre en tant qu'artiste quand même. Ça te centre, tu dirais. Bien sûr, bien sûr. Et puis, tu sais, quand on est à la campagne, on a du temps pour réfléchir sur tout. Donc, on n'est pas déconnecté. Mm. Et en même temps, quand on vend notre vin et qu'on le fait goûter, qu'on le vend, évidemment, parce qu'il y a l'acte de commerce derrière, mais des étoiles dans les yeux qu'on donne aux gens. Donc, c'est du plaisir. On a très peu de mauvais moments quand même. Ouais, tu m'étonnes. C'est un métier formidable. C'est un métier C'est le plus formidable. beau. Mais on se les fait aussi à notre image parce que dans le métier du vin, il y a des multitudes de métiers. Le vigneron, tu as des multitudes de vignerons. Moi, je sais qu'il y a des vignerons qui font leur vin, qui le vendent, mais qui sont aux antipodes de nous. Moi, jamais je ferai ce qu'ils font. Voilà, nous, on s'est fait notre métier de vigneron sur mesure. On a la chance d'avoir fait ça. Après, on a galéré, hein. Ça n'a pas été facile du tout au départ. Mais voilà, petit à petit, comme les métiers d'artistes aussi, chacun décide des voies qu'il va prendre. Et comme les artistes, il y en a plein qui font plein de trucs, des trucs alimentaires, des trucs vraiment incroyables. Voilà. Là, on a vu votre patte et c'est un peu une des raisons pour laquelle moi j'ai voulu lancer cette discussion et cet échange, rencontrer des producteurs. J'ai beaucoup lu au début un manga qui s'appelle Les Gouttes de Dieu, Ah bah oui, qui est un manga c'est absolument formidable. fantastique. C'est formidable. Et dans ce manga-là, on dit le vin, c'est l'alliance du ciel, de la terre et des hommes. C'est ça. Et là, on a pu rencontrer une femme qui fait du vin. C'était un peu une des raisons, une des motivations que j'avais de vous montrer ça. C'est que derrière chaque personne, chaque vigneron, il y a une patte personnelle, il y a une histoire sûr. qu'ils infusent dans leur vin, en plus du terroir, en plus du millésime. Et j'étais absolument ravi déjà d'interviewer une femme pour la première fois. Et puis que tu te confies à nous comme ça. Et c'était un une belle plaisir. rencontre en plus, on n'avait aucun Trop bien. doute. On va Mais, se revoir. On va se revoir et Ouais. la prochaine fois chez toi. Ah, volontiers. Merci Volontiers. beaucoup. Et puis bonne journée. Merci beaucoup. C'était Gab pour Live, prenez soin de vous. Ciao. Il y a un C'est camion qui... possible de se décaler un tout petit peu? Non, Non. c'est pas possible. Bon, ben on fait avec, hein, c'est Paris. C'est du beau camion en même temps.